Ça arrive. Acheter Z, pas stressé. C'est tout bon. On est parti. Voilà, du coup, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. L'idée, c'est qu'on voulait vous présenter aujourd'hui donc la démarche qu'on a fait donc, de notre côté, le management durable des projets. Euh, Globalement, je ne vais pas vous présenter Algoé, soit vous l'avez déjà croisé ces derniers. Donc voilà, l'idée, c'était pas de vous représenter, de vous présenter Algoé, c'était plutôt juste d'insister sur un des éléments clés qui est en bas à gauche. C'est les 200 à 300 projets par an. On est plutôt sur la partie transport, mais globalement, à l'échelle de l'entreprise, notre cœur de métier, c'est d'intervenir sur les projets au quotidien. Et c'est vraiment voilà, pourquoi on va vous parler de notre méthode tout à l'heure, c'est qu'on construit par nos convictions ce qu'on voit et ce qu'on fait sur nos projets, mais surtout avec tous les retours d'expérience qu'on a eu tous les ans, parce qu'on croise des différents clients, des différents projets, des différents modes. Et ça nous amène à chaque fois à nous re-questionner sur nos pratiques avec les évolutions des outils et de tout ce qu'on croise de besoin. Donc c'est vraiment ça qui fait qu'on reconstruit, on réaligne, on réadapte à chaque fois nos méthodes sur cette base-là, sur nos retours d'expérience. Et au-delà des retours d'expérience, il y a aussi des constats. Et un des constats, et qu'on a essayé même de qualifier comme un peu un syndrome qu'on a vu sur les différents projets, c'est le suivant. Stéphanie. Ouais. Ouais, notre réflexion finalement autour du management durable des projets, elle est partie de différents constats qu'on a imagé en tout cas par ce qu'on appelle le syndrome du nichoir. Le syndrome du nichoir, c'est une illustration de ce qu'on peut parfois observer dans les projets. On a volontairement forcé le trait, c'est un petit peu caricatural, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire que souvent, quand on commence un projet, on part forcément avec une volonté de bien faire, de faire un projet qui est vertueux. Et je pense que tous les porteurs de projets sont maintenant dans cette dynamique-là. Mais souvent, ce thème du développement durable et de l'environnement, il a encore du mal à être traité dès le début des projets et il est rarement inclus, par exemple, dans les pré-programmes et les programmes. Il arrive souvent un peu plus tardivement, je pense principalement au stade de la conception. Et donc, c'est un moment où il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, des choix qui ont été pris et on a déjà beaucoup de contraintes. Et donc, du coup, quand on se retrouve à ce moment-là à vouloir traiter du sujet de la biodiversité, par exemple, eh ben, on va avoir du mal à le traiter globalement et on va se retrouver à chercher des solutions qui vont s'intégrer dans ce qu'on a déjà du projet et on va se retrouver avec des solutions assez restrictives de type la mise en place du nichoir, d'où le syndrome du nichoir. Et, pour traduire ça à partir d'un concept qui est très standard, très connu, mais très vrai, notamment sur les projets d'infrastructure de transport, c'est qu'on est quand même dans un cadre où les projets sont cadrés par un certain nombre de process et d'étapes et de séquences, notamment qui sont plutôt en série avec des incontournables et aussi des procédures et des autorisations à obtenir. Et dans le cadre de ce process-là, on a une vraie logique en entonnoir aussi au niveau technique. C'est-à-dire que plus on est en amont, plus on a d'incertitudes, on a aussi beaucoup de marge de manœuvre pour réfléchir au projet, aux besoins, à ce qu'on veut faire. Et plus on avance dans la définition, finalement, plus on se restreint. Et il arrive aussi un moment où ces choix-là, ils deviennent en partie irréversibles parce que les remettre en question, ça peut vouloir dire de reprendre et de reprendre plusieurs mois ou années dans la plus sur le projet parce qu'il faut repartir dans des étapes précédentes. Et donc, il y a quand même cette logique de point de non-retour sur certains choix, d'où le sujet du syndrome du nichoir. Il y a des fois, voilà, on finit par choisir une solution sur étagère pour répondre à un besoin parce que finalement, on n'a pas pu aboutir sur une idée qu'on a eue en cours de route et qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Et l'autre aspect qui nous fait aussi dire que ce sujet-là est une des conditions de plus en plus fortes actuellement, c'est qu'on sait que la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui est le cadre général de la logique de l'environnement et de développement durable sur les projets, c'est aussi et très fortement une logique à l'entonnoir.
C'est-à-dire que plus on est en amont, plus on a des solutions d'évitement, qui sont les solutions qui ont le plus d'impact en fait, favorable vis-à-vis de l'environnement. Avant d'essayer de réduire les impacts, le mieux c'est vraiment d'éviter dans la croix. Donc plus on est en amont, plus on peut jouer sur cet évitement, et plus on avance dans la définition d'un projet, plus on se ramène à de la réduction et in fine de la compensation. Donc c'est vraiment un des éléments clés qu'on constate depuis très longtemps sur tous nos projets, c'est que les choix qui sont faits le plus tôt possible en amont qu'on arrive à bien traduire sont ceux qui ont le plus d'effet, in fine, sur les finalités du projet. Il y a une autre difficulté qu'on constate aussi, c'est qu'à l'inverse de cet entonnoir technique et environnemental, on a plutôt une ouverture, un cône de chantier, on va dire, qui s'agrandit de plus en plus au niveau des acteurs qui sont mobilisés et de leur responsabilité dans le projet. C'est-à-dire qu'au départ, on a quand même une équipe qui est resserrée autour de la maîtrise d'ouvrage et de peu de personnes et qui, au fur et à mesure des avancées du projet, va intégrer la maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études, des prestataires, des entreprises travaux, qui va passer le relais après à l'exploitant. Donc on a tous ces intervenants-là qui viennent, qui travaillent ensemble et à un moment qui doivent traduire de façon concrète le schéma qui a été prévu au départ dans les ambitions du projet. Et ça, c'est une vraie difficulté aussi. C'est comment on part d'une ambition pour arriver à quelque chose de concret, réalisé, et qui répond bien à ce qu'on voulait faire au début. Donc, ce qu'on a perçu, nous, dans tout ça, c'est qu'on est très bien outillé depuis très longtemps sur certains sujets, certains éléments méthodologiques, et peut-être que sur celui-là, nous, dans les projets d'infrastructure de transport, il y avait besoin de passer un cap pour justement mieux mettre en musique toutes ces étapes-là. Et ce cap-là se traduit sur les schémas de... Ouais. Donc le concept du management durable, c'est le suivant. Je pense que vous connaissez tous le triptyque coût, délai, qualité, qui est globalement le triptyque sur lequel repose le management de projet. L'idée qu'il y a derrière ce triptyque, c'est que il y a trois paramètres. Ces trois paramètres sont interdépendants et quand on réduit ou qu'on augmente l'importance de l'un par rapport aux autres, et ben, il a un impact direct sur les deux autres. Et donc, le rôle du chef de projet, c'est de trouver vraiment le bon équilibre entre ces trois dimensions. Nous, dans le cadre du management durable, on propose d'ajouter une quatrième composante qui est celle de la durabilité. Et donc, de la rajouter à ce triptyque, donc en l'individualisant, cette composante, parce que d'habitude, elle est quand même, elle existe, mais elle est noyée dans la qualité. Donc, en l'individualisant, l'idée, c'est de pouvoir la traiter à part entière et de lui donner du poids et de la visibilité. C'est aussi de s'obliger à se fixer des objectifs, une stratégie pour pouvoir la piloter et de forcer à trouver un nouvel équilibre entre le coût, le délai, la qualité et la durabilité. Bon, après, la durabilité, c'est un concept qui peut être un peu large. On connaît tous les trois piliers du développement durable qui sont le social, l'économie et l'environnement. Nous, on a décidé, dans le cadre de notre démarche, de structurer les choses un tout petit peu différemment. Donc, on a proposé 4 sous-ensembles à la durabilité qui sont la qualité de vie, l'humain, qui est globalement le pendant du social. On a le respect de l'environnement, qui est donc classique. Et on a proposé de remplacer, j'allais dire, l'aspect économie par un aspect territoire. Parce que pour nous, un projet qui est durable, c'est un projet, enfin surtout dans le cas des projets de transport et mobilité, donc c'est un projet qui s'intègre parfaitement au territoire, qui doit faire sien les enjeux et les caractéristiques du territoire pour en être un maillon à part entière. Et donc, du coup, on a décidé vraiment au niveau du projet de rester sur qualité de vie humaine, territoire, respect de l'environnement. L'économie, elle est aussi dans ces... Elle rentre dans ces trois... elle est retraduite dans ces trois items et aussi dans l'élément du triptyque coût, elle l'est à part entière. Et on a ajouté à ça une quatrième thématique qu'on a appelée le management responsable. Et donc, si les trois premières qu'on a vues, elles sont vraiment liées au projet et à son contexte,
Le quatrième, il va plutôt porter sur la manière de piloter le projet. En fait, en quelque sorte, c'est comme une politique RSE qui serait appliquée à l'équipe projet, quoi. C'est l'idée de cette quatrième thématique. Et donc, toute la méthodologie qu'on a développée, elle repose sur l'idée que intégrer la durabilité, ça doit permettre d'éclairer le processus projet avec une vision complémentaire pour progresser vers plus de durabilité. L'idée, c'était vraiment de ne pas tout remettre en cause, les principes de management de projet, toutes les manières de faire qui existent, toutes les organisations qui existent, parce que sinon, ça pourrait créer trop de contraintes et ça pourrait être un peu freinant, en fait, pour les maîtres d'ouvrage. Ils pourraient en prendre peur. Donc là, c'est plutôt de se dire, on va essayer de se poser les bonnes questions au bon moment, avec les bonnes personnes, pour essayer de se créer des bonnes opportunités de faire plus de durabilité, se donner la possibilité de pouvoir faire des vrais choix qui comptent et qui ont un vrai impact sur la durabilité de nos projets et de nos territoires. Tu peux passer à la suite si tu veux. Ouais, un intervalle de vie. Donc après, plutôt que de vraiment vouloir absolument, alors j'allais dire du ligne à ligne, rentrer dans tous les détails de tout ce qu'on a pu faire, on s'est dit que l'idée c'était plutôt de vous retranscrire un peu ce qu'on a qualifié comme les trois incontournables qui paraissaient être pour nous indispensables pour le mettre en œuvre, sachant que l'idée c'est qu'on va y revenir après, des timings, des solutions un peu idéales sur le papier où c'est le mieux c'est de le dérouler comme ça. On sait que dans la vraie vie, on n'intervient pas forcément dans les projets de la façon dont on voulait ou ils ne sont pas forcément dans l'état qu'on souhaitait. Mais ce n'est pas tellement grave, en fait. L'idée, c'est surtout de se dire, voilà ce qu'il faut absolument faire et ça va permettre de s'adapter un peu à toutes les situations. Et donc, dans ces trois incontournables-là, on a d'abord, en premier lieu, de comment travailler sur la définition des ambitions durables du projet, les traduire en programme et notamment en juste programme pour le rendre concret. Et trois, un autre incontournable, à savoir que voilà, les trois, l'idée, c'est que s'il y en a qui manquent, on ne va pas y arriver. C'est aussi de mesurer, piloter et faire vivre tout ça tout au long du projet. Voilà, un vrai enjeu de travail au départ, mais après de faire vivre notamment sur ces projets, comme on l'a dit, qui sont sur des temps longs. Dans le premier, sur la définition des ambitions durables du projet, l'objectif, les objectifs qu'on a identifiés clairement, c'est déjà de travailler sur, de cartographier un peu le périmètre de ce sur quoi on veut intervenir au niveau du projet, donc d'identifier les champs du management durable qu'on veut adresser via le projet et de définir des thématiques prioritaires pour après se fixer des objectifs. Pourquoi ça? C'est qu'en fait, on l'a vu, il y a déjà 4 thématiques, on va détailler un peu plus après, il y a beaucoup de sujets qui sont potentiellement à traiter. On ne pourra jamais répondre à tous azimuts et se donner à 200% sur toutes les thématiques possibles qu'on va croiser. Par contre, on a une vraie logique qui est de se dire qu'il y a des sujets à enjeu très forts et des sujets qui sont à enjeu moindre et sur lesquels on va justement pouvoir prioriser les moyens, l'organisation, le travail qu'on va mettre dessus. Et ce sujet-là, il est vraiment pour nous le point de départ de toute la démarche. Et c'est ce qui va en fait nous donner justement cette capacité à arriver à un juste programme sur lequel on arrivera après. Mais pour nous, les prérequis pour ça, on a parlé de, Stéphanie a parlé de la notion de territoire, c'est vraiment un des éléments sur les aspects transport et mobilité qui nous paraît indispensable. C'est qu'avant de rentrer dans la solution technique, puisqu'on est toujours sur des entités qui portent les projets, qui sont des sachants et qui maîtrisent très bien ça, qui quand ils voient un projet à faire, pensent et ont en tête déjà des solutions qui fonctionnent. Avant de se lancer là-dedans, l'idée c'est surtout de savoir dans quel territoire on va faire cette solution et comment la faire. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut accepter le fait de prendre un peu de temps au début pour anticiper, pousser certains diagnostics éventuellement du territoire, mobiliser les acteurs très très tôt, les identifier, avoir les retours des gens sur le territoire, pour vraiment après se mettre d'accord sur quel est l'état initial dans lequel je vais intervenir, et à partir de ce moment-là, travailler sur vraiment les besoins, le programme et comment j'y réponds. C'est un élément qui se fait déjà, mais généralement, on le fait plus tard dans le process. Et donc, on est déjà en train d'essayer d'équilibrer notre solution avec ce qu'on voit sur le territoire.
Et pour faire le lien avec plein de termes qu'on croise avec nos collègues chez nous à côté qui sont sur des projets urbains, voilà, on sait qu'on a eu beaucoup de sujets, on a parlé de balafre urbaine, de couture urbaine pour réparer des choix de projets qui sont venus un peu superposés sans prendre en compte ce qu'il y avait autour. Tout ça, on voit que ça a beaucoup changé, c'est conçu d'une façon complètement différente. Mais voilà, l'idée, c'est de réussir vraiment à structurer ça très tôt, d'homogénéiser sur tous les projets, toutes les approches, pour se donner en fait les moyens de faire que le projet soit une part du territoire à part entière. Donc, comme on l'a dit, le cadre est assez vaste, mais on a quand même souhaité le prédéfinir et travailler sur ce qu'on a vu de différentes méthodes, de différentes formations, et puis de cadres qui existent, qui sont déjà assez normés, pour bien qualifier tout ça et se donner une grille de lecture, justement, pour faire structurer le travail et faire en sorte qu'on ne soit pas sur systématiquement de la réflexion sans cadre, entre guillemets, et qu'on ait vraiment une trame qui aide à la décision. Donc, nous, on est arrivé au-delà de ces 4 grandes thématiques que présentait Stéphanie, à 18 sous-thématiques. On peut qualifier chacun des sujets, et l'idée, c'est que justement, avec ces items-là, nous, on va pouvoir travailler sur quelque chose à la fin de VAST, mais qui sera un peu d'outil de travail de détail, et qui nous permettra de remonter après, on le verra dans le pilotage, des éléments plus synthétiques, des visions plus opérationnelles. Et pourquoi ces éléments-là? À la base, on était parti dans le travail d'alignement de nos projets, de nos démarches avec les objectifs de développement durable 17 qui avaient été fixés au niveau de l'ONU, qui sont des choses très connues, mais qui restent difficilement manipulables au quotidien sur nos projets. On a aussi les démarches liées à l'ESG, qui permettent de structurer beaucoup de choses, d'avoir un lien aussi qui est intéressant sur tout ça. Et on a vu aussi qu'il y a des labels, qu'il y a des normes qui ont été calées sur les infrastructures, notamment HQ Infra, aussi référent avec Stéphanie sur ce label-là. Donc on a croisé un petit peu tout ça avec ce qu'on vit sur nos projets pour arriver justement à cette grille de lecture et se dire que celle-là, nous on s'y retrouve, on sait qu'elle apporte des résultats. Par contre, effectivement, on va revenir encore après, mais on ne peut pas et on ne doit pas se dire, comme sur tous les composants de projet, qu'on va tout adresser, tout dans le détail et tout traiter. C'est là où la logique de besoin ou de valeur, et ce qu'on met en face, va nous aider à piloter tout ça. Et pour conclure sur cette démarche-là, comme on disait, gros enjeu de travailler ça le plus collectivement possible au départ, pour justement ne pas rester, entre guillemets, cloisonné sur la vision équipe-projet resserrée, où on va forcément, avec nos habitudes et nos biais à nous, aller vers des solutions qu'on connaît, mais vraiment travailler d'abord au niveau d'une équipe élargie avec d'autres visions au niveau de la maîtrise d'ouvrage, et après travailler ça très tôt avec les acteurs en local, les associations, les riverains, tous les gens qui connaissent leur territoire par cœur, qui vont aussi nous ramener des éléments pour hiérarchiser. Donc, une fois qu'on a tout ce matériau, l'idée c'est de le traduire pour en faire quelque chose qui définit le projet. Le deuxième point, du coup, sur lequel on voulait revenir, c'était élaborer le juste programme et le rendre concret. Donc, derrière, élaborer le juste programme, il y a plusieurs choses. Quand on dit juste programme, c'est établir un programme du juste nécessaire. L'idée, c'est donc de répondre aux besoins, mais en limitant les travaux. Enfin, c'est une espèce de recherche de frugalité finalement dans le projet. Donc, ça nécessite d'une part déjà de bien avoir travaillé le besoin, quel est le vrai besoin, le juste besoin, et analyser ensuite après les différents aménagements et variantes qui vont pouvoir permettre de répondre à ce besoin. Et de répondre à ce besoin et éventuellement les évolutions qui ont été identifiées pendant le diagnostic. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas en faire trop, de ne pas faire des énormes projets alors qu'on va utiliser 50% ensuite de la capacité du projet. Enfin, c'est vraiment de l'adapter aux besoins. Pour faire ça aussi, il y a besoin de travailler sur les indicateurs de durabilité. Donc, c'est ceux qui vont nous permettre d'évaluer les différentes variantes, les différents scénarios pour pouvoir les comparer et puis ensuite sélectionner ceux qui répondront le mieux à notre ambition.
Et pour faire ça, mais comme pour la première partie, nous, on est assez convaincus que il faut réunir une équipe projet un peu élargie pour pouvoir échanger en fait sur ces aspects, pour pouvoir consolider un peu les différentes visions qu'il peut y avoir sur le projet. Donc il y a l'équipe côté maîtrise d'ouvrage, mais il y a aussi dès que ce sera possible la maîtrise d'œuvre, les différents BE qui ont travaillé sur les différentes analyses du territoire, etc. Donc tout ça, ça nous fait bien sûr penser à l'analyse de la valeur et je pense que c'est vraiment un des outils voire l'outil qui peut être le plus précieux pour travailler sur ces sujets-là. Je ne sais pas si tu veux, voilà. Bon, après, c'était une petite synthèse qui disait que, ouais, effectivement, des indicateurs mesurables, SMART, c'est ce qui nous permettront après d'arriver au mieux à piloter le projet. Et puis, l'idée aussi, c'est d'essayer, dans le cadre de ces projets, d'être assez fédérateur et incitatif, et donc après de retraduire ça dans les différents marchés avec euh, des choses intéressantes sur des primes ou des choses comme ça. On voulait illustrer aussi ce propos du juste programme par un exemple qui est la modernisation de la ligne entre Aix et Annecy. Tu peux peut-être mettre l'animation, Olivier, suivante. Euh, sur ce projet-là, on a eu une commande initiale qui était vaste avec, on veut, entre Aix-les-Bains et Annecy, augmenter la capacité de la ligne parce qu'on veut faire circuler plus de trains. On veut améliorer la robustesse de la ligne. Donc, la robustesse de la ligne, ça veut dire faire en sorte que quand il y a un élément perturbateur, un accident, enfin, une panne ou quoi que ce soit, en fait, on puisse remettre la circulation des trains et la régler comme il était prévu qu'elle soit réglée le plus rapidement possible. Et puis, la troisième élément de la commande, c'était il faut qu'on améliore le temps de parcours entre Aix-les-Bains et Annecy parce que ça va nous permettre d'inciter comme ça plus de gens à passer de la voiture vers le train. Donc, ce qui était recherché derrière, c'était le report modal. Et donc, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, avec cette commande-là, ce qui est arrivé tout de suite comme solution, c'est en fait, il faut moderniser la ligne et puis la doubler sur l'ensemble du parcours. En parallèle, nous, on avait lancé une démarche d'éco-conception. Donc, on avait commencé à travailler sur tout ce qui était des diagnostics du territoire et notamment environnementaux. Et on s'était bien aperçu qu'il y avait quand même des enjeux environnementaux forts. Il y a les gorges du Fier, on traverse aussi pas mal de zones humides, de zones avec une sensibilité environnementale assez importante. Et donc, on s'est dit, on ne va pas pouvoir doubler sur toute la ligne, c'est pas possible. Et donc, on a, de ce fait-là, commencé à réinterroger en fait le pré-programme, le besoin, etc. Et en fait, on s'est rendu compte finalement, dans le cadre des études de socio-éco, qu'on avait un petit peu anticipé que finalement, le gain de temps, c'était pas ça qui faisait venir les gens de la voiture vers le train. C'était plutôt d'avoir une offre plus régulière et fiable, donc qui était offerte finalement par les deux premiers points de la commande initiale. Et donc, en enlevant cet objectif de gain de temps, qui finalement n'apportait pas grand-chose, on a pu revoir totalement le programme. Et donc, la réinterrogation du vrai besoin, elle nous a permis de s'affranchir, de doubler la ligne sur tout le parcours, mais plutôt d'identifier à quels endroits il fallait qu'on fasse les doublements pour pouvoir faire passer plus de trains et améliorer la robustesse seulement. Et donc, ça nous a amené du coup au programme que vous voyez sur la droite et on voit sur le côté les zones de doublement euh, qui sont quand même sur moins de la moitié du linéaire comparé au projet initial. Et donc, c'est autant d'impact en moins sur l'environnement.
On avait mis aussi cette petite graphique parce que, en fait, on y voit les 5 piliers de l'éco-conception pour SNCF Réseau. Donc, ça rejoint un peu les 5 priorités, enfin, les priorités que se donne SNCF Réseau en termes de développement durable. Et on a évalué, en fait, nous, le projet au fil de son avancement par rapport à ces 5 priorités. C'était pour illustrer la manière dont on peut soit évaluer différentes variantes, différents scénarios en se fixant des priorités. Donc, on va pouvoir voir comment le projet répond aux, aux différents niveaux de performance et voir soit comparer des scénarios, soit aussi suivre l'évolution au fil du temps. Nous, c'est ce qu'on avait fait dans le projet. Ça fait le lien du coup avec la partie sur laquelle tu prends la main, Olivier. Oui, absolument, sur ce qu'on a évoqué au tout début aussi, hein, le fait qu'on a un vrai enjeu sur des projets, notamment sur des projets à temps long, d'arriver à maintenir cette vision, maintenir cet effort sur les bons sujets, au bon moment, avec les bonnes personnes, et à le traduire contractuellement, opérationnellement, et puis après physiquement sur le terrain. Donc, le dernier incontournable de la démarche, forcément, une fois qu'on a réussi à passer du besoin à une traduction en programme, c'est de le piloter au quotidien, de le faire vivre, de le rendre visible. Donc voilà tous ces enjeux-là, de ne pas faire une démarche qui soit trop lourde et génératrice de temps, mais en même temps pas trop clairsemée, parce que sinon finalement ça devient plus de la com qu'un vrai outil de pilotage. Et c'est là qu'on retombe sur nous, nos habitudes, nos pratiques sur le pilotage. On est plutôt sur, notamment très fortement sur le pilotage du projet en lui-même, sur son planning, sur ses risques, sur ses coûts, etc. D'amener cette brique-là en plus pour justement traduire les objectifs initiaux en objectifs intermédiaires, en éléments contractuels de pilotage des différents acteurs, en reporting qui soit aussi visuel, qui permette de voir un petit peu où on se déplace dans nos objectifs. Et surtout, grâce à ça aussi, de rester vigilant sur le fait de maintenir les synergies, les partenariats qu'on a pu créer, de garder les gens à bord, ceux qui ont été investis à un moment, notamment dans le territoire, comment on leur redonne de la visibilité sur ce qu'ils ont proposé, sur ce qu'on en a fait, sur comment on avance. Donc ça, c'est un des enjeux clés, alors qui se traduit forcément par des outils qui sont un peu moins faciles à mettre sur un slide PowerPoint, parce qu'on a aussi des éléments de tableau, mais ça, c'est tout notre temps de nous, et après de le retraduire derrière dans les éléments plus structurants et communicants du projet. Mais c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu majeur, c'est-à-dire que on ne voulait pas faire une démarche qui soit incantatoire ou théorique, on voulait vraiment faire une traduction opérationnelle de la volonté qu'on ressent chez les maîtrises d'ouvrage avec lesquelles on travaille, et comment nous, on peut apporter notre pierre dans cet édifice-là pour les aider justement à faire ce travail-là de fond au quotidien et auprès des différents intervenants. Et donc, en conclusion un petit peu générale de tout ça, sur voilà, un peu la synthèse de nos convictions là-dessus, c'est que pour que tout ça fonctionne, il faut de toute façon partir du principe qu'il faut être quand même volontariste. L'idée, c'est qu'il faut avoir l'envie d'aller plus loin que ce qui peut être proposé par déjà la vision réglementaire, qui est déjà conséquente à mettre en œuvre, mais vraiment de se positionner sur une volonté au départ de faire quelque chose qui soit le plus durable possible, et derrière de se donner les moyens de le caractériser, de le piloter. Et ça, c'est bien l'affaire de chacun. Alors, ça démarre en premier lieu par la maîtrise d'ouvrage, forcément très très tôt, pour fixer le cap, hiérarchiser, solliciter des acteurs, pour construire. Mais après, ça doit être relayé par tous les intervenants, ça doit être relayé par tous les contrats qui sont passés. Et le plus on peut le lancer en amont, le mieux c'est. Après, comme je disais, on va forcément discuter avec des acteurs qui seront déjà bien avancés dans leur projet. C'est pas grave, c'est juste que l'impact et la marge de manœuvre qu'on aura sera plus restreinte. Donc, plus on peut le faire tôt, et plus on aura des effets bénéfiques à cette démarche-là. De ton côté, Stéphanie, tu voulais ajouter un point sur ces éléments de conclusion. On peut passer sur le temps de questions-réponses et échanges. C'est OK pour moi.